Bonsoir, jeudi 25 juin, le journal de TV78. Pour faire le tour de l'actualité locale, bienvenue si vous nous rejoignez, voici les titres. Les vacances approchent et les jeunes sont sur le pont pour dégoter un job d'été. Problème avec la crise sanitaire qui a impacté de multiples secteurs. Les offres manquent pour cette saison. Le point sur la situation avec Yveline Information Jeunesse. Autre conséquence malheureuse liée au coronavirus, le SIDAction 2020 a été annulé en avril dernier. L'an passé, le week-end de mobilisation avait permis de récolter plus de 4 millions d'euros. L'association, très inquiète de ce manque de dons, appelle donc aujourd'hui au soutien à la lutte contre le VIH. Interview. Et puis à la fin de cette édition, nous vous emmenons dans la serre aux papillons. Elle a rouvert ses portes depuis la mi-juin dans la commune de la Queue-les-Yvelines. Sur place, plus de 400 insectes à observer. Mais avant de développer ces titres, les derniers chiffres du chômage ont été révélés aujourd'hui. En mai, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité, c'est-à-dire de catégorie A diminué de 2,43% dans les Yvelines. Une baisse qui fait suite à une hausse historique en avril, en plein contexte de crise sanitaire. Le recul sur la même tendance qu'au niveau national est toutefois en trompe-l'œil, car il est dû aux demandeurs d'emploi qui reviennent vers l'activité réduite. Si l'on prend en considération toutes les catégories, le chômage a en fait augmenté et concerne 560 personnes de plus entre avril et mai dernier. La crise sanitaire qui a aussi des conséquences sur l'emploi saisonnier. Les offres de jobs d'été se font rares en ce moment avec des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, mais aussi du tourisme fortement impactés. Yveline Information Jeunesse et le pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux accompagnent les jeunes dans leurs recherches rendues difficiles. Mathilde Demy. Depuis sa réouverture, le pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux accueille 3 jeunes pour les aider dans leur recherche de job d'été. Pour ce jeune de 16 ans, il faudra d'abord mettre à jour son CV pour ensuite postuler. Il faut mettre plutôt l'objet de ta recherche, parce que le recruteur, il veut savoir si tu cherches un emploi ou juste un job étudiant. Le monde agricole, le service à la personne, l'hôtellerie, le tourisme ou encore la restauration sont des secteurs qui recrutent beaucoup de saisonniers. Cette année, ces secteurs ont été très impactés par la crise sanitaire et les offres pour un job d'été se font rares. Je pense que ça va être beaucoup plus dur parce que pour les commerçants, les entreprises, la conjoncture est assez incertaine. Déjà, ils n'ont pas beaucoup de visibilité si ça va reprendre. L'activité va reprendre à la normale et même s'ils vont pouvoir garder leurs salariés par la suite. Donc les besoins saisonniers seront plus restreints. Après, ils peuvent avoir, au bout d'un certain temps, avec un surcroît d'activité, besoin de personnel occasionnel. Dans les bureaux d'Yveline Information Jeunesse, tout se passe à présent sur les réseaux sociaux pour s'adapter à la situation. Les années précédentes, le mois de mai était décisif pour trouver une offre d'emploi. Cette année, les offres arrivent au compte-gouttes. On a toujours travaillé sur des forums avec du dating, c'est-à-dire des entreprises et les jeunes depuis de nombreuses années. On avait déjà commencé à enclencher des réunions de travail qu'on a dû annuler puisque les forums n'ont pas eu lieu. On a voulu éventuellement les réorganiser en juin-juillet, mais en fait, on n'avait pas de retour des entreprises. Donc les entreprises sont en train de reprendre leur activité, mais n'ont pas tellement de visibilité. Donc en fait, aujourd'hui, au vu du contexte, c'est maintenant que ça se passe en fait. Et c'est un petit peu au jour le jour. L'année 2020 s'annonce plus compliquée pour la recherche d'un emploi saisonnier. Il faudra patienter et rechercher activement sur les sites, plateformes et réseaux sociaux pour espérer trouver un job cet été. Dans l'actualité également, cette campagne de dépistage au coronavirus lancée en Île-de-France, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé la réalisation de tests virologiques pour 1,3 million d'habitants dans la région. Cela concerne 30 communes franciliennes. Les franciliens concernés vont recevoir des bons de l'assurance maladie pour aller faire ces dépistages dans des laboratoires publics ou privés. L'objectif est d'identifier d'éventuels foyers épidémiques dormants. Rappelons que dans les Yvelines, on a compté jusqu'à 10 clusters au plus fort de la crise. Les Yvelines où les hospitalisations sont reparties en légère hausse hier, plus 2 en 24 heures. 410 patients sont hospitalisés dans le département, 23 restent toujours en réanimation. Le territoire où 516 personnes ont succombé à la Covid-19. Aucun décès supplémentaire entre mardi et mercredi. Depuis le début de la crise sanitaire, 2112 personnes ont été guéries de la Covid-19 après un passage à l'hôpital.
L'épidémie actuelle qui a peut-être tendance à faire oublier d'autres crises, celle du sida par exemple. 1,7 million de personnes sont infectées chaque jour dans le monde. 170 000 Français vivent aujourd'hui avec le VIH. Le SIDAction, qui est à la fois l'association et l'événement de lutte contre le sida, est fragilisé suite à cette crise sanitaire. En avril dernier, l'annulation du grand week-end de mobilisation qui avait permis par exemple de récolter 4,5 millions d'euros de dons l'an passé. Un appel à la mobilisation est donc lancée par l'association à l'occasion d'une soirée, une grande soirée proposée ce soir sur France 2. On en parle avec Sandrine Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la directrice du pôle financement, recherche et association pour le SIDAction. Déjà, la lutte contre le sida, est-ce qu'on peut dire qu'elle est réellement menacée aujourd'hui ? Oui, tout à fait. D'abord, il était évidemment important que tout le monde se mobilise contre ce nouveau virus, le corona. Pour l'heure, je dirais que les perspectives de vaccins sont plutôt bien engagées. De nombreux essais ont lieu. Je crois que tout un chacun continue à se mobiliser pour se protéger individuellement et collectivement. Mais évidemment, il ne faut pas oublier un autre virus qui malheureusement reste très actif en France, qui est le VIH, avec toujours 6200 contaminations annuelles. Il reste encore beaucoup à faire pour notamment rendre le dépistage, je dirais, un réflexe. C'est très important aujourd'hui. Parmi ces personnes nouvellement diagnostiquées, la moitié n'avait jamais réalisé de test. Un tiers de ces personnes sont arrivées au diagnostic à un moment où elles s'étaient déjà très affaiblies. On peut vraiment encore beaucoup mieux faire et nous avons des outils pour ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous redoutez qu'après cette crise sanitaire, d'autres crises émergent, peut-être des choses que l'on a mis de côté pendant ce temps de coronavirus, que d'autres crises émergent après cette crise sanitaire ? Évidemment, c'est vrai. Alors c'est vrai en France, c'est d'ores et déjà le cas. Et pendant le confinement, on a vu des associations en première ligne pour aller porter secours, je veux dire mettre à l'abri des personnes dont elles s'occupaient qui n'ont pas de logement pendant ce confinement, mais aussi distribuer des repas, faire du soutien psychologique. Ça a été l'impact psychologique de cette crise n'est pas encore bien mesuré, mais je peux vous dire que sur le terrain, les associations étaient présentes au bout du fil. Et évidemment, au-delà, et ensuite, la capacité de SIDAction à financer les 76 programmes de recherche en cours, les 111 projets associatifs en France, etc., évidemment, est menacée. Donc oui, c'est très important. Et un coup dur importé forcément à cette lutte, c'est l'annulation du week-end du SIDAction qui devait se dérouler en avril dernier. Et je le disais tout à l'heure, l'an dernier, le week-end avait permis de récolter 4,5 millions d'euros de dons. Donc oui, c'est un sérieux coup dur aujourd'hui qui est porté à cette lutte. Oui, même si nous collectons de différentes manières tout au long de l'année, évidemment ce week-end très visible où chacun des médias vraiment est un partenaire solide depuis plusieurs années est très important. C'est le cas évidemment de ce que nous collectons tout au long de l'année. Donc on essaie aujourd'hui évidemment de pouvoir rattraper un peu cela. On continuera au cours de l'année à évidemment multiplier les occasions de collecte. Comme je vous l'ai dit, c'est très important et c'est encore malheureusement tout à fait nécessaire. Et vous l'avez dit, des dons qui peuvent se faire tout au long de l'année. Pourquoi justement c'est primordial de donner ? À quoi servent ces dons ? Que financent-ils ? Alors, ils financent de la recherche pour une part, de la recherche qui évidemment bénéficie à la lutte contre le sida, en particulier je pense à des programmes qui essaient de mieux comprendre le système immunitaire. Mais vous comprenez bien que ces programmes-là bénéficient également à d'autres pathologies, notamment on voit bien que les essais sur le Covid aujourd'hui, qui portent sur les traitements, évidemment portent également sur un certain nombre de traitements qu'on utilise dans le VIH. Donc, vous voyez, il y a des ponts, en fait, pour la recherche, et on soutient le VIH, mais on soutient évidemment la recherche plus globalement pour d'autres pathologies. Les actions associatives sont très importantes. Aujourd'hui, il faut vraiment davantage cibler les actions sur des populations particulièrement exposées. Je pense aux actions qui vont vraiment au-devant des travailleuses du sexe, des personnes migrantes, des personnes en prison, mais aussi continuer la sensibilisation, en particulier auprès des jeunes qui, malheureusement, on le voit, connaissent de moins en moins bien le VIH, les moyens de se protéger, ses modes de transmission, etc. Alors tout de même, ce soir, une soirée exceptionnelle sur l'antenne de France 2 qui sera proposée autour des comédies musicales, autour de Lynn Renaud. C'est une soirée qui est proposée ce soir. Tout à fait, un programme tout à fait inédit. En fait, 100 ans de comédie musicale revisitée
avec de nombreux invités, évidemment les danseuses du Moulin Rouge, du Paradis Latin, etc., et de nombreux invités, pour revisiter par des tableaux en fait sentant des comédies musicales qu'on a tous en tête, c'est-à-dire aussi bien West Side Story que Notre-Dame de Paris. Ça, c'était très important de la maintenir malgré l'annulation. Vous l'avez dit, le site d'action a aussi besoin de ces moments de coups de projecteur. Oui, tout à fait. C'est bien l'objectif et c'est grâce évidemment à nos partenaires, à la fois le groupe France Télévisions, mais d'autres partenaires médias, et vous y participez aujourd'hui, qui relaient nos appels à dons tout au long de la journée, pour permettre d'appeler le 110 et sur sidaction.org tout au long de l'année. L'appel à lancer que vous voulez lancer aux téléspectateurs, c'est n'oubliez pas le sida, il faut encore se mobiliser. Il faut se mobiliser, il faut se protéger, il faut absolument, dès lors qu'on a une vie sexuelle active, qu'on change de partenaire, être dépisté. C'est surtout ça qu'il faut retenir, puisque lorsqu'on est traité tôt, on a une bonne espérance de vie aujourd'hui et on ne transmet plus le virus du VIH. Donc vraiment, restons mobilisés et surtout, il faut faire davantage d'efforts pour que les jeunes qui s'en désintéressent, puisqu'ils n'entendent plus l'écho médiatique tout au long de l'année comme autrefois, de ce virus. Il faut que les jeunes continuent à se faire plaisir, il faut évidemment qu'ils profitent du déconfinement, mais surtout, qu'ils gardent des réflexes préventifs et qu'ils aient recours au dépistage dès lors qu'ils ont une vie sexuelle. Et comment peut-on donner, justement, dernière question ? Alors, aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, en appelant le 110, tout au long de l'année sur sidaction.org. Et sinon, vous pouvez faire aussi un petit don de 5 € en tapant « don » sur votre téléphone portable au 92 110. Et les liens qui s'affichent en bas de l'écran. Merci Sandrine Fournier d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes la directrice du pôle financement, recherche et association pour le SIDAction. Ce rendez-vous à ne pas manquer ce soir, 21h05 sur France 2, une grande soirée musicale en faveur de la lutte contre le sida. Le second tour des élections municipales, c'est dans 3 jours. Les électeurs de 45 communes des Yvelines ont rendez-vous aux urnes. Parmi elles, les Clés-sous-Bois, où 3 candidats se font face, notamment Philippe Guiguen, premier adjoint, tête de liste des Clés avec vous 2020. Il s'est placé en première position lors du premier tour et nous lui avons donné 2 minutes pour vous convaincre. C'est une équipe expérimentée et compétente puisqu'elle regroupe la majorité des adjoints et conseillers municipaux actuels. Néanmoins, c'est une liste que j'ai voulu largement renouveler afin de dynamiser sur de nouvelles actions. C'est une liste aussi que j'ai voulu diversifier pour agir au nom de toutes les générations, tous les quartiers. Et enfin, c'est pour l'ensemble de ces raisons que nous avons également obtenu les soutiens majeurs que sont ceux de Madame la Présidente de la région, Valérie Pécresse, du Président du département, ainsi que du Président de notre agglomération Saint-Quentin-Yvelines et de Madame Coltzmann-Berger, maire de Plaisir. Difficile de donner un seul point phare parmi 140 engagements distillés sur 13 thèmes, sachant que notre objectif général est le mieux vivre ensemble. Une maison pluridisciplinaire de santé qui était un de nos objectifs annoncés dès le début de la campagne, c'est-à-dire il y a 1 an. Un volet très important sur tout ce qui est écoute et démocratie participative. Et enfin, très important aussi pour la vie locale, un partenariat très actif avec nos commerçants locaux. Et pour terminer, un volet de sécurité et de prévention. Ma première décision en tant que maire sera de faire voter le budget avec, pour la 10e année consécutive, un maintien des taux de fiscalité locale. Cet objectif est de permettre de lancer simultanément toutes les actions nécessaires et prioritaires suite à la crise que nous venons de venir, avec tous les impacts sociaux. Et par exemple, la création d'une délégation à l'emploi, la création d'une délégation à la santé et la création d'une délégation à la transition écologique. Et puis à Rambouillet, c'est une triangulaire également pour ce second tour. Gilles Schmitt est arrivé en 3e position le 15 mars dernier avec la liste Génération Rambouillet. Et 2 minutes aussi pour lui afin de vous convaincre.
C'est une liste qui ressemble à Rambouillet. C'est une liste citoyenne et de rassemblement. Génération Rambouillet est une équipe entièrement renouvelée, issue de la société civile, renforcée par la présence d'élus d'expérience. Pour ma part, je m'appuie sur mon expérience de maire adjoint et de vice-président de l'agglomération Rambouillet. C'est une liste composée de femmes et d'hommes d'univers professionnels et de quartiers différents, de toutes les générations, et prêts à insuffler une nouvelle dynamique. Et pour la plupart d'entre eux, déjà engagés et investis dans le tissu associatif au service des Rambolitaines et des Rambolitains. Le point phare de notre programme réside dans le fait qu'il est résolument vers un engagement de transition écologique. Il est intergénérationnel et il est financièrement maîtrisé. La première décision en tant que maire, il peut pas en avoir qu'une. La première décision sera bien sûr, actualité oblige, l'accueil des plus jeunes pour leur proposer des activités dans les meilleures conditions possibles pour cet été. Ça sera aussi de préparer la rentrée scolaire dans un cadre plus serein pour démarrer une nouvelle année scolaire. Et enfin, d'accompagner, d'aider tous les acteurs économiques, commerçants, artisans, entreprises du territoire, en renforçant immédiatement l'économie de proximité, relancer la préférence du consommé local et de reprendre au plus vite nos investissements nécessaires à la relance économique. Ne manquez pas ce soir l'ultime numéro de nos débats en vue du scrutin. Ce jeudi, ce sont les candidats de la ville de Trappes qui se prêtent à l'exercice. Débat à voir sur TV 78 et aussi à écouter sur les ondes de Sensation Yvelines, fréquence 98.4. Et pour vivre ce second tour des élections municipales, TV 78 en association avec Radio Sensation vous propose une soirée spéciale en direct dimanche. Révélation des résultats, réactions, analyses et duplex depuis les communes concernés, c'est à suivre à partir de 19h45. Cet incendie à Plaisir, le restaurant La Maison des Bois a été ravagé par un incendie la nuit dernière. Le feu s'est déclaré vers 1h du matin et a nécessité l'intervention de 32 sapeurs-pompiers des Yvelines. L'origine du sinistre est encore à déterminer. 10 salariés de cet établissement ouvert depuis 1926 sont placés en chômage partiel. Le chef espère une reprise d'activité d'ici 3 à 4 mois. Quelques jours de galère en perspective si vous empruntez le RER B. Un train sans voyageurs a déraillé mercredi soir en gare de Denfert-Rochereau à Paris. Conséquence, un trafic fortement perturbé sur la ligne qui dessert en terminus au sud Saint-Rémy-les-Chevreuses. Plus de trains entre La Place et Denfert-Rochereau. Un service de bus de remplacement est assuré. La RATP ne parle pas d'un retour à la normale avant samedi. Page culture à présent dans ce journal, un secteur qui est toujours dans le flou avec la crise sanitaire. À 50 ans en Yvelines, les saisons des théâtres et salles sont terminées, mais les artistes commencent tout de même à reprendre le chemin des planches. Exemple avec un danseur et un comédien, le reportage de Mélanie Poquet. On n'a pas le temps de se lasser, on n'a pas le temps de se tasser. Vendredi 12 juin sur TF1, les artistes se succèdent pour être la chanson de l'année. Avec des danseurs, l'un d'entre eux est vicinois. Christophe West, formé à Illicit Dance, a vécu cette émission comme une bouffée d'air frais. Ça a été une vraie chance de pouvoir travailler, même si c'était qu'une semaine, on prend, c'est toujours mieux que rien. Pendant cette période-là, d'ailleurs ils nous l'ont dit qu'on était assez chanceux parce que pour les artistes intermittents du spectacle, il n'y a pas grand-chose en ce moment, quoi. On a fait tous les gestes barrières qu'on pouvait, pas de portée, pas de contact physique dans les chorés, donc on danse tous à chaque fois 1 mètre de distance entre nous. Du coup ça joue sur un peu la création, sur la chorégraphie. Eux aussi vont reprendre le chemin des planches. La troupe du Crâne, compagnie semi-professionnelle saint-quentinoise, répétera à nouveau ce vendredi. La compagnie est très souvent sollicitée dans les châteaux franciliens. On a des consignes de sécurité, c'est-à-dire qu'on doit accéder au théâtre avec des masques, mais dans la salle de répétition, ça c'est notre responsabilité. Donc si nous ne souhaitons pas porter de masque quand on joue, ça c'est à nous de le décider. Maintenant, dans notre troupe, je pense qu'on va d'abord essayer de jouer, on va tester la visière, on va voir ce que ça donne. C'est quand même une sorte de barrière, mais le son ne se diffusera pas de la même manière.
Christophe West continue la création, débutée juste avant le confinement avec son trio. La troupe du Crâne est dans l'attente des nouvelles consignes gouvernementales. Les premiers projets pourraient se tenir en septembre à l'occasion des Journées du patrimoine. À 50 ans en Yvelines, toujours, les médiathèques reprennent doucement leur activité après quasiment 3 mois de fermeture pour permettre aux abonnés de bouquiner. Certaines ont mis en place des services de drive. C'est le cas à la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux et c'est encore Mélanie Poquet qui vous en parle. Les 120 000 documents de la médiathèque du Canal ont retrouvé leur lecteur. Depuis le 17 juin, le public est de retour. Mais pour limiter les contacts, les équipes se sont mises au drive. Comme de nombreux sites, l'organisation a été repensée par la trentaine de salariés. Toute l'équipe est sur le pont pour rechercher les réservations, faire les prêts, gérer les retours via la boîte de retour, la mise en quarantaine des documents. Voilà, il y a toute une logistique derrière, la prise de rendez-vous. On a mis en place un accueil téléphonique avec des lignes supplémentaires pour répondre un maximum aux questions et aux demandes. Pour renforcer les consignes sanitaires, les équipes mettent de côté les ouvrages pendant 3 jours selon les recommandations du ministère. Réservation sur Internet et prise de créneaux horaires. En 2 jours, la médiathèque a reçu plus de 1000 commandes. On est un peu déçus que ce soit que 5 livres par réservation, parce que moi j'ai un petit garçon qui lit très vite et on aimerait bien pouvoir réserver un peu plus. Mais sinon c'est quand même mieux que rien et on vient le mercredi et le samedi pour pouvoir avoir assez de livres à lire. Contente de retrouver toute l'équipe. Voilà, et puis pouvoir lire aussi pour cet été, ça tombe très très bien. J'utilisais beaucoup en fait, toutes les semaines je prenais, je rendais, surtout avec les enfants, c'était pratique. Et là, on emprunte peut-être moins, mais au moins on emprunte. 5 médiathèques proposent actuellement un drive, elles sont complétées par le bibliobus. 2 autres acceptent seulement les retours avant de proposer des services plus élargis à partir du 7 juillet. Allez, direction la Queue-les-Yvelines pour refermer ce journal. Les résidents d'une serre, celle des papillons, vous accueillent de nouveau depuis plus d'une semaine à l'occasion d'observer un spectacle coloré. Patrick Jacques de Dixmude et Michael Elmidoro. La serre aux papillons a rouvert ses portes à la Queue-les-Yvelines après 3 mois de fermeture suite à la crise sanitaire. Les visiteurs peuvent de nouveau observer ces insectes de toutes les couleurs sur ce site de 720 mètres carrés, maintenu à 28 degrés avec 80% d'humidité, et la magie opère toujours. C'est magnifique parce qu'il y a tellement de papillons différents et ils n'ont vraiment pas peur de nous, donc c'est bien parce qu'on peut les observer et on peut aussi les prendre en photo et ils ont l'air bien. Le fait de voir les papillons en liberté, puisque pour le coup c'est la première fois qu'on vivait cette expérience-là en tout cas, donc, puis Thomas aussi en l'occurrence, donc c'est vraiment une bonne expérience. Une serre aux papillons qui a souffert pendant l'épisode du Covid-19, la structure créée en 1989 a perdu de nombreux papillons. Habituellement, on a à peu près entre 700 et 800 papillons dans la serre. Là, si on en a la moitié, c'est bien. Là, on a eu des messages de fournisseurs qui reprennent fortement les commandes et les livraisons. Donc on espère qu'on puisse réatteindre ce nombre de 700 à 800 papillons dans la serre. De nouvelles chrysalides devraient être livrées dans les prochains jours. Cette visite d'1 heure environ dans cette serre vous coûtera 5 € pour les enfants et 7,50 € pour les adultes. Et demain vendredi, c'est le parc France Miniature à Elancourt qui rouvre. Retrouvez un reportage complet dans l'émission 7-8 l'hebdo à partir de 19h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à tous sur TV78.